Monsieur Rabia, bienvenue à Bir Khadem. Eh ben, merci Hamza de m'avoir invité à cette séance d'échange ensemble, hein. Ça me fait énormément plaisir de me retrouver donc chez toi, en plus en face du collège dans lequel toute une histoire s'est développée, n'est-ce pas? Toi, le jeune collégien, hein. Moi, le jeune prof tout frais qui faisait ma première expérience d'enseignement avec des jeunes dont je me souviens, c'était des souvenirs inoubliables parce que d'abord c'était le premier contact en réalité avec les élèves. Et il faut dire que j'avais un petit peu le cœur serré parce que j'étais tout nouveau. Mais bon, mais l'ambiance était tellement joviale, tous sympas, etc. Ça s'est très bien passé. Et vous m'avez beaucoup aidé si vous voulez, à surmonter mon handicap de débutant. Pour la petite histoire, votre classe m'a permis de passer avec succès le fameux examen de titularisation. Là, tu te souviens, alors là, c'était pas en anglais le cours que j'avais fait, en cours modèle, hein, pour être inspecté. C'était un passage du vieil homme et la mer, d'Hemingway. Un très beau texte, comme c'est un auteur que j'aime beaucoup. Vous avez été formidable parce que c'était animé, il y avait de la réaction, il y avait, si bien que l'inspectrice à l'époque était émerveillée. D'abord que je puisse passer d'une pédagogie d'anglais à une pédagogie de l'enseignement du français, ça m'a fait énormément plaisir. Et je remercie tous ces jeunes-là qui aujourd'hui, chacun certainement a eu un parcours, je n'en doute pas, brillant, et c'est tant mieux, ça fait honneur à tout le monde. Voilà. Alors, ceci dit, tu veux qu'on parle de quoi? Comment j'ai atterri au collège de Bir Khadem? Il faut savoir que si mes souvenirs sont bons, c'était autour des années 70-71, il me semble. Et ma première affectation était donc à Bir Khadem, et les cours se faisaient au départ, je crois, au niveau de l'école primaire, et qu'en milieu d'année, il y a eu un transfert vers le nouveau collège qui était tout nouveau. J'ose dire quand même que l'enseignement n'a pas été vraiment ma vocation, hein. C'est quelque chose qui est venu par l'histoire, hein. Comme tous les parcours, ils sont jalonnés par tout ce qui peut influer sur la prise de décision, notamment des parents. Et comme je suis issu d'une famille d'instituteurs depuis au moins deux ou trois générations, c'est énorme. C'est-à-dire que mon arrière-grand-père était déjà instituteur. Mon père a été normalien. D'ailleurs, il est le contemporain du grand pédagogue Hamoutan. Mouloud Ferraoun, c'était à peu près les mêmes promotions. Grandissant, au moment où je devais faire un choix, je devais faire un choix en fonction de ce que mes parents me disaient à l'époque. Tes parents étaient... tu es issu d'une famille d'instituteurs, ce serait bien que tu continues dans cette voie, alors que ce n'était pas la mienne. Ceci dit, je ne regrette pas du tout d'avoir fait cette école.
Bien au contraire, parce que je crois que c'est une école de la vie. C'est une école où on apprend un métier extraordinaire en contact avec des enseignants de très grande valeur. Il ne faut pas oublier que après 62, n'est-ce pas, tout l'encadrement de l'école normale était encore français, c'est-à-dire d'une très haute facture. Et ma promotion, enfin, les promotions qui ont suivi après l'indépendance ont suivi à qualité égale le même parcours. Donc, une fois que je termine le cursus d'école normale, j'ai eu ma première affectation qui est donc à Berkhaden. En parallèle, il faut savoir que lorsque je termine mes cours avec vous, j'allais directement à l'université pour prendre mes cours qui duraient jusqu'à 20h, 21h parfois, où je faisais ma licence de psycho et je me destinais à d'autres horizons professionnels. Alors pour aborder le sujet des gardiens du temple de l'école, que sont des inspecteurs, n'est-ce pas? Bon, c'est des gens sympas, je n'en doute pas, mais je n'ai pas toujours été en accord avec leur façon de faire. Bon, ben, chacun voit les choses à sa manière. Je me souviendrai toujours de ma première inspection qui s'est déroulée au collège de Berkhaden. Tu dois certainement te souvenir, je me rappelle plus du nom de l'inspectrice, la dame, qui ne connaissait pas un mot d'anglais et qui est venue donc voir ce jeune prof normalien pour inspecter son cours d'anglais, n'est-ce pas? Et à la fin du cours, on fait le débriefing. Elle me fait la réflexion suivante. Donc je m'attendais évidemment à ce qu'elle me critique la méthode, qu'elle m'apporte des éléments qui puissent effectivement améliorer ma pédagogie. Et j'étais étonné qu'elle me dise la chose suivante: Monsieur Rabia, vous auriez dû quand même, pour la phrase que vous avez écrite au tableau, Jean, je ne me rappelle plus quoi, c'est de la faire répéter par chacune des rangées. Alors, vous prenez une rangée, tout le monde, ensemble, répète la phrase écrite au tableau. Vous passez à la deuxième rangée, tout le monde, toute la rangée, ensemble, répète à l'unisson la phrase qui est inscrite au tableau. Alors, vous voyez, c'est une connerie abominable, quoi. On va se mettre à brailler une phrase en anglais, je ne vois pas. Bref, attention, ils ne sont pas tous comme ça, mais c'est juste pour. Je crois que le corps des inspecteurs a besoin d'être revu. En tout cas, à l'époque, je crois que leur processus de recrutement à cette responsabilité, je doute fort que ce soit. Vous savez, ça me fait penser au principe de Peter. Alors, le principe de Peter, c'est un bouquin qui est très intéressant, écrit par Peter et un autre auteur, qui ont décrit le phénomène de comment on gravite des échelons dans une profession. Alors je prends un raccourci. En conclusion, il dit la chose suivante. Finalement, lorsque quelqu'un a atteint un niveau de compétence avéré, naturellement, on organise son évolution de carrière et il bénéficie d'une promotion. D'accord jusque-là? Visiblement, oui. Quelqu'un qui a fait un excellent boulot pendant des années
il est tout à fait normal que son employeur, que ce soit une entreprise ou une administration ou autre, pense à le promouvoir. Sauf que, une chose très importante, c'est que là où il fait très bien son travail. Lorsque vous basculez cette personne sur un poste de travail supérieur avec d'autres exigences professionnelles, vous en faites quoi? Vous en faites quelqu'un d'incompétent. Vous voyez? Alors, je cite Peter, le seuil d'incompétence, c'est pas par hasard, parce qu'à l'intérieur, il donne précisément cet exemple-là, je vous invite à le lire, il donne cet exemple très imagé de comment, d'instituteur, on passe à inspecteur. Enfin, il donne plein d'exemples, mais notamment celui-là. Alors, il dit la chose suivante. Vous avez un instituteur qui est excellent, enseignant, n'est-ce pas, qui fait très bien ses cours, il a de très bonnes relations avec ses élèves, etc. etc. Et bien, au bout de certaines années, vous lui faites passer un petit examen, et puis il devient inspecteur. Ça paraît logique. Quelqu'un qui maîtrise parfaitement son cours de dispense de cours, de leçons et autres, et c'est normal qu'il puisse effectivement devenir inspecteur, c'est-à-dire apprendre aux autres à améliorer leur pédagogie. Il dit malheureusement, lorsqu'il bascule inspecteur, il quitte son microcosme habituel d'enseignant gentil avec ses élèves, sa petite classe, etc., tout est mignon, gentil, etc., et vous le mettez face à un nouveau monde qui est celui des adultes, des enseignants, on peut l'oublier, et à qui il va apprendre des techniques d'apprentissage pour les enfants. Et il va se comporter comme s'il se comportait avec les enfants. Ce sont des réflexes qu'il a intériorisés pendant des années, qu'il restitue dans son nouveau métier, où il n'est plus question de faire de petits textes tout jolis, de petits poèmes, mais de parler de pédagogie de l'enfant qui est un autre monde. La population à qui il s'adresse, c'est un autre monde. Donc, on a bien quelqu'un qui a été instituteur, excellent, et qui devient inspecteur d'académie. Donc, pardon, inspecteur des écoles. Moi, je pense que chaque métier a ses exigences, a ses connaissances, a sa propre formation qu'il prépare à faire ce métier. Alors, je disais tout à l'heure, gardien du temple, pourquoi? C'est très simple. C'est parce que, ayant été instituteur, la discipline étant quelque chose d'extrêmement important pour que ça fonctionne comme une petite caserne bien organisée, etc., etc., et bien, dans leur processus d'inspection, ce qui est important, ce n'est pas, par exemple, la nouvelle technique que vous avez introduite ou ce nouveau texte que vous avez ramené d'ailleurs, vous êtes sorti un petit peu du programme, etc. Toutes ces choses-là, elles sont brillantes. Elles ne passent pas. Elles ne passent pas parce que vous n'êtes pas dans le moule. Et on sait très bien que le moule, c'est quelque chose qui freine par rapport à l'évolution d'abord c'est le milieu le plus conservateur qu'on puisse connaître. Et je crois que c'est à travers ça que précisément l'école est devenue un système de reproduction, si vous voulez, de la norme. Bon, on fait les choses comme ça, et bien, elles devraient se faire comme ça et pas autrement. Voilà. C'est vraiment à l'image de ce que peut être une société régie par des normes très strictes. Une tête qui dépasse, on la remet dans les rangs. Voilà.